temps a été dur. À un moment donné, le président lui a tendu la main. Monsieur le président de la République, est-ce que vous savez ce que le peuple veut ici et maintenant? Non, c'est quoi? Votre démission. Ah, non, c'est pas possible. Je suis dans le navire avec le peuple, avec mes concitoyens. Le navire chavire et nous partons tous, mais qu'on ne demande pas, qu'on ne dise pas démission. Vous connaissez cette phrase? Et il a répété en pleine salle de la conférence nationale. C'était le tournant. Un homme humble au service de son peuple. Nous, un peu moins de 700, nous aurions tous pu mourir parce que c'était préparé ça aussi. J'ai vécu des émotions fortes. Le développement, et c'est l'une des phrases majeures que j'ai retenues dans Que fait-on maintenant? Le développement, il est avant tout. Il est uniquement qualitatif. Les autres instruments de mesure du développement n'ont de sens que si l'homme est placé au cœur du processus de développement. Il est l'alpha et l'oméga. Les contre-exemples qui nous ont été donnés sont malvenus parce que les exemples les plus forts sont à retenir. La première puissance, vous le constaterez, malgré le taux de croissance de la Chine qui va rejoindre les États-Unis, peut-être le dépasser, là où il n'y a pas de liberté, là où la personne humaine est traquée, le développement ne sera jamais définitivement au rendez-vous. Parce que le développement est au service de l'homme. Et c'est ce développement que nous voulons nous. C'est pour ce développement que nous nous sommes battus il y a 30 ans. C'est pour ce développement que nous sommes encore prêts de nous battre. Et surtout, si nous voulons imiter les exemples que nous donnent nos prélats. Et au-delà de nos prélats, tous les chefs religieux qui ont prié ardemment pour que notre pays ne sombre plus jamais. Aujourd'hui, 30 ans. 30 ans encore, il ne faut pas que nous continuions de. Un peuple doit rester souverain pour construire patiemment son développement. Et aucun chef ne peut construire un pays contre son peuple. Et le peuple du Bénin ne veut pas de ce chef-là. Je vous remercie. Je vous remercie, je remercie l'assistance. J'ai tenu à parler parce que tout à l'heure, j'ai constaté que quand ma sœur Flore avait choisi les gens pour parler, elle n'a pas eu le réflexe de penser aussi aux femmes. Et c'est par ces petits gestes que nous allons faire changer les habitudes. Nous devons avoir ces réflexes et je tiens à me battre jusqu'à ma mort pour lutter pour les femmes. Bon. Deuxièmement, les acquis de la conférence, qu'on le veuille ou non, ce sont des acquis. On améliore les acquis, mais on ne changera pas les noms. C'est des acquis. C'est un point de départ et ces points de départ doivent être améliorés. Moi, je tiens fortement à ça parce que en tout cas, je n'aurais pas pu être ici aujourd'hui parce qu'il y avait eu un incident très grave à la conférence nationale. Dommage, on était 3, mais 2 sont partis naturellement. C'est le Seigneur qui les a appelés. Feu Mongbert et Feu Dossou Léopold. Donc, il y avait une embuscade qui attendait Dossou et Dossou surtout Léopold parce que c'était un syndicaliste très fort. Mais comme j'étais dans leur voiture, donc j'allais prendre le coup. Donc c'est pourquoi je tiens, quand la conférence est bafouée, les acquis, moi ça me révolte. Parce que j'aurais pu ne pas être ici aujourd'hui. Donc je tiens à dire que tous ceux qui sont en train de braver les acquis, ils répondront devant l'histoire. Ils répondront devant l'histoire. Et c'est pour ça que je voudrais interpeller les ONG. Moi-même, j'ai milité dans les ONG et c'est à ce titre que j'étais à la conférence nationale. Nos ONG aujourd'hui, que faites-vous? Vous vous encoquinez avec les hommes politiques et les idéaux pour lesquels vous vous êtes constitués. Vous ne le faites pas. Vous devez vous ressaisir. Parce que vous faites partie des contre-pouvoirs. La presse, je suis moi-même journaliste, nous avons connu Eouzou. Pourquoi nous avons choisi La Nation? C'est parce que c'est un journal de service public. Aujourd'hui, lisez La Nation. Je pense que vous aurez des pincements de cœur. La Nation ne fait plus pour ce pourquoi nous avons changé le nom. Je fais partie des gens qui ont changé le nom. Donc, c'est des faits qui font aujourd'hui que nous disons que c'est nous-mêmes qui remettons en cause les acquis. Dans ce que je crois être la vérité,
il nous a été présenté une vidéo tout à l'heure où le philosophe, le professeur Paulin Routonji avait eu à évoquer que ce n'était pas seulement le titre de l'évêque que portait Monseigneur Isidore de Souza qui a pesé dans la balance la réussite de notre conférence nationale, mais aussi et surtout le charisme personnel de l'homme. Tout ça n'est pas dérivé de l'objectivité de notre grand Dieu, car c'est Dieu qui planifie toutes choses et met en nous les hommes, ces créatures, sa force, sa puissance pour agir en faveur de la prospérité de l'humanité. À ce titre, je souhaiterais qu'au terme de cette conférence, il me soit permis de présenter mon poème sur le renouveau démocratique que j'ai eu à présenter hier à la télé, avec à ma compagnie, à mes côtés, l'abbé Nathanaël Souédé, qui, parlant justement de la raison, de l'implication de la réussite de l'Église dans la conférence nationale, disait ceci: renouveau démocratique, renouveau poétique. La colère de mon peuple s'est fait violence pour éluder la violence. La misère de mon peuple s'est agrippée aux cordes de la miséricorde. Ceux qui se sont fiés à la conférence se sont confiés à la providence. Fin de citation, je vous remercie. Je me rappelle, tous les Béninois ont vibré. Et s'il n'y avait pas eu ces artistes, cette dame, Vivi l'Internationale, je ne sais pas si la paix que nous fêtons aujourd'hui, que nous rappelons, aurait eu effectivement lieu. Je voudrais nous faire ce rappel de mémoire. Il faudrait que nous intégrions les valeurs dans le système de l'éducation au Bénin pour que le Béninois connaisse son histoire. Nous enseignons l'histoire, mais je ne sais pas quelle histoire nous enseignons. Et si nous n'enseignons pas l'histoire du Bénin, les Béninois deviendront autres. Et ils deviendront autres citoyens que Béninois. Alors, ils feront plutôt référence à d'autres nations pour vivre au Bénin, alors que nous avons besoin de faire référence au Bénin pour vivre au Bénin. Et pour impliquer le volet instruction intellectuelle, alors il va falloir que nous réfléchissions pour étudier scientifiquement les acquis de la conférence nationale. Et donc, le second volet sera le volet de la transmission des valeurs familiales. Lorsque papa ne peut pas transmettre les valeurs, lorsque maman ne peut pas transmettre les valeurs de la conférence va mourir, les acquis vont mourir. Qu'est-ce que Robert Dossou? Je n'entends même plus le nom de ce monsieur-là. C'est mon frère. Je n'entends même plus son nom. Je n'entends même plus le nom de mon oncle. Ce sont eux, les premiers qui sont allés voir, secouer Kénékou, pour que, après la conférence de la Bolle de François Mitterrand, il y ait la conférence du Bénin. Je n'entends plus leur nom. Nous sommes dans l'église catholique, apostolique romaine. Donc l'église doit rendre toute la vérité. Nous sommes en train de faire un rappel de mémoire. L'église doit rendre toute la vérité. Et rien que la vérité. On ne doit pas exclure ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je veux que pour le devoir de mémoire, il faut que le nom de Robert Dossou, parce que je n'étais pas ici au Bénin, j'étais au Gabon quand la télévision nous a montré ces deux oncles-là, qui étaient partis chez Kérékou le secouer pour dire qu'il faut changer. Ça ne va pas. Mon intervention va s'axer sur 2 points particulièrement. Au regard des réalités sociopolitiques de notre pays, aujourd'hui, marqué par la restriction des libertés, des maisons de presse fermées, des politiciens en exil, est-ce qu'on ne peut pas parler là, est-ce qu'on ne peut pas dire alors que les acquis de cette conférence sont en train d'être bafoués? Est-ce qu'on ne revient pas là à la case départ? Parce que d'après l'histoire, c'était le même scénario et avant la conférence, on a dû faire appel à toutes les forces vives de la nation pour reconstruire, pour repenser le développement du Bénin. Alors dans ce
cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu vraiment de faire pour qu'on ait une cohésion sociale? L'ENER parlait tout à l'heure de ce que l'Assemblée nationale n'était pas inclusive. Voilà encore quelque chose. Après ces élections, nous savons tous ce qui s'est passé, des bains de sang. Alors que Monseigneur de Souza a dit qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse. Alors, que faire encore? Que faire pour que, jeunes que nous sommes, nous ne revivions pas ce qui s'était passé et que nous n'entraînions pas le pays à la dérive? Je suis frustré quand l'Église à laquelle j'appartiens fait une conférence et m'exclut. La première communication nous a exclus. On a parlé d'Ahomadébé, de Maga, d'Apiti. Mais ce qui fait le fondement même du fait que la conférence est demeurée, on n'en a pas parlé du tout. C'est tout comme si depuis 1977 à 1990, il n'y a pas eu de grève dans ce pays. Il n'y a pas eu de marche, de tentative de marche qui a été réprimée dans le sang. Donc, ce qui fait, et vous suivez aujourd'hui, hein, je ne vous apprends rien, ce qui fait qu'en Algérie, au Soudan, des présidents démissionnent, mais c'est le soulèvement de la masse. Et ça, jeune que j'étais, nous l'avons fait en ce moment-là. On était prêts à ce qu'on nous tue. On s'est sacrifié, comme Jésus, jusqu'à la mort. Des gens sont morts à côté de moi en prison. Donc, ce qui a fait que Mathieu Kérékou, je parle sous le contrôle d'un général qui est dans la salle. Kérékou est un stratège. Il ne recule que devant la force. C'est parce que il savait que sous ses pieds, la terre tremblait. qu'il a proclamé un marxisme factice et qu'il a reculé devant la conférence nationale. Mais ceux-là, justement, qui se sont battus en ce moment-là, pour que, effectivement, on arrive à un point nodal, mais on n'en a pas parlé. C'est tout comme s'ils n'existaient pas. C'est tout comme s'ils n'ont jamais existé. Et on nous présente la conférence nationale comme étant venue peut-être du ciel, tombée du ciel. Or, lorsque le professeur Olo parlait des conditions objectives, moi je pensais, et subjectives, moi je pensais que c'est de ça qu'il allait nous parler. Or, donc, nous savions que, avant la conférence nationale, il y a eu un certain 11 décembre 89. 11 décembre 89 dans Cotonou ici, précédé d'un certain 7 à Boycon. C'est-à-dire que la répression que Mathieu Kérékou faisait sur nous, ça a été démenti le 11 décembre 89. Historiens, chercheurs, vous devez aller voir et apprendre à nos enfants qu'est-ce que c'est que le 11 décembre 89. Le 11 décembre 89, eh bien, nous avons déferlé dans Cotonou. Dans Cotonou, tout Cotonou, de l'Étoile Rouge à la place Lénine et de la place Lénine à l'Étoile Rouge, eh bien, on a été maître du temps. Et je vous dis, le reportage de cette marche n'a pu être fait par Robert Minangwa que par hélicoptère. Et il disait, je répète, il marche à l'allure stalinienne. À partir de ce moment, Mathieu Kérékou a vu que son pouvoir était terminé. Et puis, il n'est allé trouver refuge. Lorsqu'il est sorti après 14 heures, il a trouvé refuge, n'est-ce pas, chez Monseigneur Isidore de Souza. Mais ce n'est pas anodin. Ils étaient des amis.
Ils étaient des gens qui se comprenaient. Malgré des problèmes qui arrivent, eh bien, ils arrivaient à se comprendre. C'est pourquoi De Souza, pour maintenir ces élans, a été choisi. Le cardinal est venu. Le cardinal de grade était supérieur à Monseigneur Isidore De Souza. Il est vrai que le cardinal arrivait, quand on faisait grève, à contenir un peu Mathieu Kérékou, mais ce n'est pas le cardinal qui était mis en avant. Donc, ce n'est pas mythique. Donc, ce n'était pas mystérieux que Isidore De Souza ait pu contenir Mathieu Kérékou. Et nous avons fait ça. Nous, on a été à la conférence nationale comment? Parce que les gens vont dire, il est communiste. Je suis communiste, bien sûr. Mais j'ai été à la conférence nationale par le truchement de mon syndicat. Les juristes, il y a des gens dans la salle qui peuvent en témoigner. Les jeunes juristes se sont battus pour nous pendant que nous, on était dehors. Donc, nous, on a défait le syndicat, le SINAM, et il y avait quelqu'un qu'on appelait Alassane Bawa qui était à la conférence et qui faisait la pluie et le beau temps. Mais les jeunes juristes ont lutté pour nous, pour dire, nous avons déjà fait un congrès, on n'a qu'à nous désigner les combattants pour venir à la conférence nationale. C'est dans ce cadre seulement que moi je me suis présenté avec trois. On était trois, Toyin Noël, et Alofa Honoré et moi. Et il faut justement féliciter, justement un certain nombre de journalistes, tels que les Roger Migan. Et c'est eux qui ont demandé à ce que ceux qui veulent avoir la parole n'ont qu'à venir, n'est-ce pas, au micro, à la télévision. Et j'ai été désigné, j'ai couru pour aller parler. J'ai couru pour aller intervenir. Mais à la conférence elle-même, difficilement, plus de 120 personnes. Nous, on a levé le doigt. On n'a jamais pu parler. On n'a jamais pu nous désigner. Et c'est à ce moment-là que je disais, c'est là où j'ai dit que la conférence était un marché de dupes. On ne parle pas ici. On n'agit pas ici. Malgré ça, les comités d'action étaient dehors. Étaient prêts. Les communistes étaient dehors. Étaient prêts à mettre un certain nombre de choses à feu et à sang. C'est ça. Quand j'ai fini d'intervenir, De Souza, Monseigneur Isidore De Souza dira, parce qu'il revenait aussi de chez le président, plaise au ciel, qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses flots. J'étais dans la salle. Et la chair de poule, la peur, au moment où, et je vous le dis, Kouandété s'était levé pour exhorter Mathieu Kérékou à nous exterminer. Et il a dit, si moi j'étais Mathieu Kérékou, je leur tends la pêche le matin. À midi, je retire la pêche et je leur tape avec. J'étais dans la salle. Donc, le fondement même des combats qu'il y a eu lieu, si je suis chrétien, je vais et je fouille. Et je ressors ça dans une telle conférence. Et c'est ça. C'est pour ça qu'aucune conférence n'a pu réussir nulle part. Il y avait à l'intérieur des gens qui suivaient. Mais il y avait aussi à l'extérieur, moi je vous en prie, chai. Il y avait à l'extérieur des gens qui étaient prêts et que Mathieu Kérékou lui-même savait qu'ils lui font trembler. Ils font trembler son pouvoir. C'est pour ça qu'il a accepté. Je termine pour vous dire, Mathieu Kérékou, allez l'étudier et sachez quel homme il est. Mathieu Kérékou n'aime jamais laisser son pouvoir. Et quand le pouvoir tremble, qu'est-ce qu'il fait? Il réunit beaucoup de gens et il leur fait prendre des décisions. Ce n'est pas Mathieu Kérékou, c'est les gens qui se sont réunis. On a commencé, mais la réunion, les conclusions de la réunion peuvent être truquées après.
Mais Mathieu Kérékou réunit les gens. Il y a eu la conférence des cadres de 1979. Hein? Il y a eu beaucoup de conférences pour le système éducatif. Mathieu Kérékou n'appliquera rien, mais il fait la conférence et il fait porter le chapeau à d'autres. C'est une erreur que de ne pas demander des comptes, de ne pas veiller à ce qu'on fait de nos suffrages. Nous allons devoir apprendre à être plus exigeants encore avec ceux qui nous représentent, ceux qui sont au devant en notre nom, ou ceux qui nous gouvernent. Malheureusement, il y a de toute façon une tendance, non seulement qui est inscrite en filigrane de ce que nous avons choisi, la démocratie représentative, l'illusion de la séparation des pouvoirs. J'insiste sur l'illusion parce qu'il n'y a pas de séparation absolue. Nous avons voulu le croire. Il s'agit de veiller à ce qu'il n'y ait pas confusion des pouvoirs, à ce qu'il n'y ait pas collusion en fin de compte. Et j'ai cru entendre quelqu'un parler de l'indépendance que nous devons cultiver comme une vertu au niveau de nos consciences, de l'impartialité que nous devons entretenir dans les organes, dans les instances que nous sommes appelés à animer pour donner un minimum de sens à la justice sociale et à la règle de droit qui nous départage. Dans l'état de droit, c'est le législateur qui élabore les lois, certes, c'est l'exécutif qui les met en œuvre, mais c'est par-dessus tout aux juges de veiller sur nos libertés, sur nos droits, et peut-être faut-il le leur rappeler aussi souvent que possible. C'est un petit noyau qui travaillait dans des mouvements internes à l'Église, mouvement d'apostolat. Ceux et celles qui voulaient approcher plus la chose publique, c'était comme s'ils étaient abandonnés à leur sort et il n'y avait pas autre accompagnement. Et c'était les partis politiques qui les formaient à leur engagement. Voilà un premier âge de l'engagement des chrétiens. Et puis, il y a la doctrine sociale de l'Église. Cette doctrine sociale de l'Église est très très peu connue et diffusée. Donc, la pensée de l'Église sur la charité politique, c'est, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est à Pie XI, c'est à lui qu'est revenue cette expression, la charité politique. C'est cette charité qui organise la cité. Ce n'est pas seulement, d'abord la charité d'assistance ou d'aide ou bien qu'on subvienne à des catastrophes. C'est une doctrine de l'Église, suivant laquelle l'Église elle-même comme totalité et chaque chrétien, chaque chrétienne sommes responsables de notre pays, de notre cité, des affaires publiques. Et ça ne demande pas autrement des conseils de confesseurs ceci. C'est au même titre qu'après ce colloque, je vais aussi penser, comme on a demandé, de faire connaître les acquis de la conférence, de les enseigner, élargir la base pour la diffusion de cette doctrine sociale de l'Église. Je ne sais pas si par la demande ou bien par le concours de nos dirigeants, ceux qui ont surtout organisé cette conférence, on en a fait entre-temps, même dans les pays occidentaux, ça a eu la mise sur pied d'un comité de suivi qui doit finalement gérer les tendances et les conclusions de la conférence. Mais il y a une remarque très importante que nos dirigeants de nos jours, de nos dirigeants actuels, nous n'allons pas toujours continuer de nous comporter à l'extravagance des intellectualistes
ni théâtrale. Donc je voudrais mettre un accent particulier sur ça, et qu'au cours des recommandations, qu'avec la mise sur pied du comité de suivi, peuvent se déplacer et se diriger pour aller les voir. Nous n'avons pour notre pays, comme l'a dit quelqu'un en tant que religieux, que de continuer à prier. Prier et toujours prier. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Nous sommes à une étape. Que Dieu nous éclaire, nous inspire. Je vous remercie. 30 ans après la conférence nationale, et si nous proposions que, au lieu que ça soit 30 ans, parce qu'il y a beaucoup de morts, beaucoup de personnes qui sont passées, qui n'ont pas eu la grâce, ceux qui étaient là à la conférence nationale n'ont pas eu la grâce d'être là aujourd'hui pour vivre la réalité de ces 30 ans. On a mené ça à 10 ans, ça peut aussi faire du bien pour évaluer véritablement la démocratie dans notre cher pays, le Bénin. L'autre chose, c'est de voir la paix que nous cherchons tant, qui n'est pas un vain mot, la preuve, la paix à tous les niveaux, et demander aux gouvernants actuels et futurs s'il faudrait qu'il y ait une concertation avec les religieux pour accompagner la gouvernance de notre pays, ça sera aussi meilleur. Donc cela veut dire que lorsqu'il y a conseil des ministres pour évaluer, il faudrait qu'il y ait une concertation.